J'aimerais aussi remercier la SSDQ de me donner cette opportunité de vous parler en fait de ce sujet qui me passionne beaucoup, la protection cardio-rénale. Et bien sûr, il va être sujet ce soir de plusieurs nouveautés dans la sphère de cette protection cardio-rénale. Voici mes divulgations en tant que conférencier et membre de comité consultatif. Nous avons 4 objectifs ce soir. Le premier sera de définir l'impact du diabète sur le risque cardio-rénal, de reconnaître et apprendre comment gérer le suivi du patient atteint d'insuffisance rénale chronique, de connaître les nouveautés en protection cardio-rénale chez les patients diabétiques avec un clin d'œil particulier sur l'étude nouvellement publiée EMPA-Kidney et une méta-analyse dans Lancet. Et enfin, revoir les médicaments qui sont néphroprotecteurs. Cette diapo présentée à l'ERA-EDTA nous apprend que d'ici 2030, la population de patients recevant une thérapie de remplacement rénal, on entend par cela dialyse, greffe de rein, va doubler. Et cette réalité, elle est vraie mondialement et aussi par région. Mais au-delà de ces chiffres, il y a bien sûr le patient. Et tout au long de la présentation de ce soir, on va suivre Francine. Donc, Francine, elle est âgée de 59 ans, ex-tabagiste, dyslipidémie, obésité classe 1. Elle a de l'hypertension depuis 20 ans, plus ou moins bien contrôlée, diabétique type 2 depuis 15 ans. À gauche, nous avons les médicaments qu'elle prend, irbesartan, hydrochlorothiazide, amlodipine, atorvastatin, sitagliptine, insuline, aux doses que vous voyez ici illustrées. À l'examen, elle a un IMC de 32 et sa pression artérielle en clinique est de 140 sur 84. Elle a de l'édème des membres inférieurs aux 2 membres. Au niveau des laboratoires, on voit que le DFG est de 15 ml/minute et on note qu'elle a perdu sa fonction rénale à un taux de 3 à 4 ml/minute par année et elle a un RACU, c'est-à-dire un rapport albumine-créatinine de l'urine de 110 mg par millimole. En néphrologie, quand les patients frappent un DFG de 15 ml/minute, c'est à peu près à ce moment-là où on commence à parler aux patients de greffe de rein et de dialyse. Et Francine, qui est une agente immobilière qui n'est pas prête encore pour la retraite, nous demande comment moi je vais faire pour travailler alors que je dois consacrer tant d'heures au traitement à la dialyse. Et pourquoi personne ne m'a pas parlé de ma maladie rénale avant? Vite, la maladie rénale terminale nécessitant la dialyse est rare et survient toujours très tard dans la vie d'une personne. En réalité, la maladie rénale frappe tous les groupes d'âge. Elle est sournoise, silencieuse, généralement lentement progressive et le plus souvent irréversible. Que s'est-il passé dans le cas de Francine au fil des ans? Et ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Donc là, on va s'amuser, on va retourner en arrière avec Francine il y a 10 ans. Et comme vous pouvez voir, là, je me suis amusé avec sa photo avec une modélisation par ordinateur. Elle a maintenant 49 ans, tabagisme actif, 1 à 2 paquets par jour, obèse, hypertension depuis 10 ans, non contrôlée, diabète depuis 5 ans. Vous voyez les médicaments qu'elle prend, amlodipine, atorvastatin, metformine. Et sa tension artérielle est hors contrôle, 150 sur 85. On apprend aussi que Francine a eu, lors de sa grossesse, une prééclampsie avec une atteinte rénale aiguë, une insuffisance rénale aiguë. Devrions-nous dépister pour la maladie rénale chronique chez cette patiente? Voici les facteurs de risque qui devraient nous inciter à dépister pour la maladie rénale chronique. Il y a le diabète, l'hypertension, l'âge de plus de 60 ans, la maladie cardiovasculaire, les antécédents d'atteinte rénale aiguë, les patients qui ont un antécédent familial de maladie rénale, et on a des groupes ethniques qui sont particulièrement au risque de maladie de rein, Premières Nations africaines, asiatiques, hispaniques, insulaires du Pacifique. Donc, dans le cas de Francine, en fait, on aurait 3 raisons de dépister pour la maladie rénale chronique, son diabète, l'hypertension et le fait qu'elle a eu une insuffisance rénale aiguë lors de sa prééclampsie. Quand faudrait-il dépister pour la maladie rénale chronique? En fait, on devrait faire le dépistage au minimum chaque an. Comment dépister? C'est simple. Ça prend une goutte d'urine pour mesurer le rapport albumine-créatinine de l'urine et une goutte de sang pour évaluer le débit de filtration glomérulaire. Donc, si on revient dans le cas de Francine, on mesure un DFG qui est à 65 ml/minute et dans un intervalle de 3 mois, on mesure 3 racks urinaires différents qui reviennent à des valeurs de 5, 7 et 5 mg par millimole respectivement.
est-ce que Francine a la maladie rénale chronique en diabète? Pour poser ce diagnostic, c'est aussi simple que 1, 2 ou 3. Donc, si le patient a un DFG de 60 ml/minute ou moins, sur 2 mesures consécutives sur 3 mois, la personne a une maladie de rein en diabète. Alternativement, si une mesure singulière du RAC urinaire au-delà de 20 mg par millimole, le patient a une maladie de rein en diabète de par cette albuminurie élevée. Mais alternativement, on a aussi un patient qui a un RAC urinaire d'au moins 2 mg par millimole sur 2 de 3 mesures sur un intervalle de 3 mois. Donc, dans le cas de Francine, elle n'a pas la maladie rénale chronique de par son DFG de 65, mais elle a la maladie rénale chronique en diabète parce qu'on a plusieurs mesures de RAC urinaire qui sont au-delà de 2 mg par millimole. Et beaucoup de mes collègues sont surpris par des valeurs aussi basses qui sont nécessaires pour satisfaire au diagnostic de maladie de rein. Mais vous allez voir dans les diapos qui suivent le pourquoi de ce niveau de RAC urinaire aussi peu élevé pour définir la maladie de rein en diabète. J'aimerais ici revoir avec vous un tableau qui illustre en quoi les complications en lien avec la maladie rénale chronique s'additionnent à mesure que le DFG baisse. Et il y a cette barre critique de 60 ml/minute. En bas de 60 ml/minute, plus le DFG baisse, plus les complications s'additionnent telles que l'hypercalémie, l'hypertension réfractaire et j'en saute. Ayant dit cela, le débit de filtration glomérulaire d'un être humain est de 120 ml/minute. Donc, Francine, qui a un débit de filtration glomérulaire de 65, a perdu de la réserve rénale. Elle est entre 120 et 60. Quel est son risque cardio-rénal? Donc, pour apprécier le risque cardio-rénal de Francine, il nous faut apprécier en quoi le DFG et le RAC urinaire sont des prédicteurs indépendants d'insuffisance rénale terminale et de mortalité CV. À gauche, on illustre le risque d'insuffisance rénale terminale en fonction du DFG et du RAC urinaire. Et vous remarquez encore cette barre critique de 60 ml/minute. En bas de cette barre, quand le DFG baisse en bas de 60, il y a une augmentation exponentielle du risque d'insuffisance rénale terminale. Mais ce risque augmente aussi avec des strates augmentant de niveau d'albuminurie étant son plus bas en bas de 3, intermédiaire entre 3 et 30 et vraiment élevé en haut de 30. Et c'est la même histoire avec le risque de mortalité cardiovasculaire. Quand le DFG tombe en bas de la valeur critique de 60, le risque augmente de façon exponentielle, mais aussi avec des valeurs de RAC urinaire qui augmentent. Donc, dans le cas de Francine, n'est-ce pas, qui a un RAC urinaire autour de 5 mg par millimole, on voit ici dans ce graphique où elle se situe, cette patiente, du fait qu'elle a une albuminurie si peu élevée, est à un risque plus élevé d'insuffisance rénale terminale ou de mortalité cardiovasculaire. Ça ne prend pas beaucoup d'albuminurie pour y arriver. Il est parfois difficile pour nous d'expliquer des concepts abstraits comme l'albuminurie et le DFG à nos patients. Et on aime emprunter un peu cette analogie du train qui se dirige vers le bord du précipice au-delà duquel se retrouve l'ensemble de complications rénales et cardiaques, donc survenue de dialyse, greffe de rein, événements CV qui incluent des infarctus du myocarde, hospitalisation pour défaillance cardiaque. Et dans cette analogie, bien, le patient, il voyage dans le train. Et le DFG, ça représente la réserve rénale, c'est-à-dire la distance qui sépare le patient du bord du précipice, alors que l'albuminurie, ça représente la vitesse à laquelle le patient se dirige vers le bord du précipice. Ne vous détrompez pas. Si votre patient, par exemple, a une bonne réserve rénale de, disons, 65-70 ml/minute, il se dirige rapidement vers le bord du précipice si le RAC urinaire est élevé. Et j'aimerais vraiment que l'on retienne dans notre cortex visuel cette image. Elle va revenir plus tard dans la présentation. Malgré l'importance du RAC urinaire pour le dépistage de la maladie rénale chronique, au Canada, la situation est loin d'être optimale. Dr Amino Bello, c'est un néphrologue canadien qui a mené cette étude dans un contexte de soins primaires et elle a démontré que quand le clinicien mesure un DFG en bas de 60 ml/minute, il ou elle mesure le RAC urinaire dans seulement 32,4 % des cas. Et j'aimerais vraiment qu'on retienne ensemble le concept d'un profil rénal qui est seulement complet quand on mesure le DFG et le RAC urinaire du patient. Quand on demande un profil lipidique, on ne parle pas seulement du LDL, mais ça nous prend aussi le HDL. C'est la même chose avec le rein. On peut arriver à mesurer le risque rénal
du patient. J'entends par cela le risque de survenue de dialyse greffe de rein avec cette formule KFRE, Kidney Failure Risk Equation, qui a aussi été développée par un néphrologue canadien, Dr. Tangri, qui travaille au Manitoba et qui a étudié à l'Université McGill. Et Dr. Tangri a découvert qu'avec cette formule, si on insère ces 4 paramètres d'âge, sexe, DFG et RAC urinaire, on peut prédire sur 2 ans et 5 ans le risque de survenue de dialyse greffe de rein. Donc, dans cet exemple, un patient âgé de 70 ans, un homme avec un DFG de 44 millilitres, un RAC de 45 mg par millimol, sur une période de 2 ans, il a un risque de 1,71 de survenue de dialyse, greffe de rein, et sur 5 ans, le risque est à 5,26 Une façon peut-être un peu plus visuelle d'élaborer, évaluer le risque cardio-rénal des patients, c'est avec cette carte de la sévérité de la maladie rénale chronique élaborée par Codigo. On l'appelle, nous, dans notre jargon, les néphrologues, la carte thermique. Et je vais m'attarder un peu avec l'explication de cette carte parce qu'elle va nous être utile avec les diapos à venir. Donc, vous voyez à gauche, il y a des catégories de débit de filtration glomérulaire de G1, 90 millilitres minute et plus, et on descend jusqu'à G5, moins de 15 millilitres minute. On est vraiment dans le rouge. Et à droite, il y a des catégories d'albuminurie, A1, moins de 3 mg par millimol, A2, 3 à 30 mg par millimol, A3, plus de 30 mg par millimol. Et les rectangles colorés ici représentent le risque relatif des complications cardio-rénales dont je vous ai décrit dans les diapos d'avant. Donc, évidemment, dans le vert, on est dans un risque cardio-rénal faible et à l'autre extrême, on est dans un risque cardio-rénal qui est très élevé. Tout patient chez qui on mesure un DFG et un RAC urinaire se doit d'être identifié selon cette carte thermique et on va le faire avec Francine. C'est vraiment pas compliqué. Avec son DFG de 65 millilitres, elle est catégorie G2 de DFG et avec son RAC urinaire qui est en 5, 7, 5 mg par millimol, elle est catégorie d'albuminurie A2. On combine les 2 paramètres et elle est dans le début du jaune. Donc, elle est à un risque modérément élevé d'un jour aboutir sur la dialyse, d'avoir recours à une greffe de rein, d'avoir des infarctus du myocarde, mortalité CV, etc. La maladie de rein, ce n'est pas une maladie statique. Nos patients évoluent dans le temps. Donc, même si on fait le diagnostic de maladie rénale chronique, il nous faut continuer l'évaluation du profil rénal de nos patients au fil du temps. Et ici, dans la carte thermique, on insère des chiffres qui démontrent la fréquence annuelle à laquelle on devrait remesurer le DFG et le RAC urinaire. Donc, dans le cas de Francine, on devrait mesurer son RAC urinaire et son DFG au moins une fois par an pour l'attraper si jamais elle tombe dans le orange ou le rouge. Donc, si on revient avec Francine, 3 ans plus tard, elle a maintenant 52 ans, elle fume toujours, elle a maintenant l'hypertension, le diabète depuis 13 ans, 8 ans respectivement. Et whoop, à gauche, on a plus de médicaments. C'est souvent le cas en maladie de rein. Au fil des années, les médicaments s'additionnent. À l'examen, toujours cette tension artérielle qui est sous-optimale. Elle a de l'édème des membres inférieurs. Et au niveau des laboratoires, on remarque que sur une période de 3 ans, son DFG est passé de 65 à 56 millilitres et son RAC urinaire est maintenant 22 mg par millimol. Et on apprend qu'elle a été hospitalisée il y a 2 mois pour une défaillance cardiaque non ischémique, pas de FA, fraction d'éjection de 55 hypertrophie ventriculaire gauche, un pro-BNP de 500. Les choses ont changé, n'est-ce pas? On ressent notre carte thermique et on se rappelle qu'il y a 3 ans, alors que Francine avait un DFG de 65 RAC urinaire de 5, 7 et 5, elle se situait dans le jaune. Mais maintenant, avec son DFG qui est à 56 et son RAC urinaire de 22, elle vient de glisser dans le rouge. Elle a un risque élevé maintenant d'événements cardio-rénal. Comment expliquer l'hospitalisation récente pour défaillance cardiaque, fraction d'éjection préservée de Francine? On sait depuis longtemps qu'il existe une relation bidirectionnelle entre le rein et le cœur, une relation harmonieuse au début de décennies de vie d'un être humain peut devenir très acrimonieuse. Un rein lésé entraîne la maladie cardiaque et inversement, un cœur lésé entraîne la maladie rénale. La triade la plus létale, c'est cette combinaison de maladie de rein, défaillance cardiaque et diabète. Un rein lésé entraîne la maladie cardiaque. Et dans cette étude, on démontre clairement qu'à mesure que le DFG baisse, le risque d'hospitalisation pour défaillance cardiaque augmente.
et ce, de façon exponentielle à partir d'un DFG entre 45 et 60 millilitres-minutes, comme c'est le cas de Francine. Un cœur lésé entraîne la maladie rénale. Et j'aimerais prendre l'exemple de la population de patients du groupe placebo de l'étude Emperor Preserve. Vous vous rappelez cette étude qui a listé des patients avec défaillance cardiaque, fraction d'éjection préservée. Ces gens avaient un cœur malade. Voyons voir qu'est-ce qui est arrivé au DFG du groupe placebo des patients qui avaient un diabète comme Francine. Une image vaut 1000 mots. Et c'est le même phénomène qui a eu lieu avec la population de patients qui étaient non diabétiques. Donc, disons que Francine n'avait pas de diabète. On voit à quel point le DFG de cette population de patients dans le groupe placebo baisse. La même histoire se répète avec l'étude DAPA-HF. Ici, on a listé des patients avec défaillance cardiaque, fraction d'éjection réduite. Et ici, encore une fois, on voit chez les diabétiques type 2, diabétiques et les patients non diabétiques, le DFG baisse à mesure que le temps avance. Quand le cœur est malade, la fonction rénale baisse. Vous savez sans doute que dans ces deux études, l'impagliflozine et la dapagliflozine ont respectivement atténué la pente de déclin du DFG par rapport à placebo. Mais je ne l'ai pas illustré ici. Je voulais qu'on retienne ce phénomène que quand le cœur est malade, la fonction rénale abaisse. Malheureusement, pour Francine, elle est tombée sous la barre de 60 millilitres-minutes et elle s'expose donc à un ensemble de complications, dont l'hospitalisation pour la défaillance cardiaque. Mais à ces risques de complications s'ajoutent l'hypercalémie, l'hypertension, l'hypervolémie, l'anasarque, l'anémie, l'hyperphosphatémie, l'acidose métabolique, j'en saute. Et que dire de l'ajustement des médicaments que l'on doit faire en bas de 60 millilitres-minutes au niveau des analgésiques, les antibiotiques, les médicaments pour la goutte. Et on ne parle pas assez en maladie de rein de la fatigue chronique qui s'installe, la dépression, la baisse de libido. En bas de 20, 15 millilitres-minutes, peu de patients peuvent travailler, ils viennent nous voir avec des formulaires d'invalidité. La vie de tout le monde devient compliquée. La vôtre, la mienne, celle des patients. Malheureusement, pour Francine, elle vient d'entamer la spirale rénale. Et à titre d'exemple d'ajustement de médicaments, j'aime bien ce tableau qui est constamment mis à jour par Steve Chalifour, un infirmier érudit du Québec, qui dénote ici la permissivité des antihyperglycémiants en fonction du DFG. On voit ici encore une fois cette barre qui se dresse à 60 millilitres-minutes. On voit que le gazon, il est vert à droite. Tout est permis, tous les antihyperglycémiants, toutes les doses. Mais pour Francine, qui est à 56 millilitres-minutes, on doit aller brouter avec des pissenlits du gazon vert. On doit ajuster la dose de beaucoup d'antihyperglycémiants et très tôt, certains d'entre eux vont être proscrits. Comment optimiser la protection rénale de Francine? J'aimerais revoir avec vous ce tableau qui a été présenté à l'ERA-DTA qui dénote le ralentissement de la progression de la néphropathie diabétique en fonction de l'évolution de la pharmacothérapie. Dans les années 80, on n'avait aucun traitement pour la néphropathie diabétique et les pauvres patients perdaient leur DFG à un taux de 10 millilitres-minutes par an. Donc, si on part d'un DFG de 60 millilitres-minutes, la survenue de dialyse avait lieu après 5 ans. Autour de l'année 2000, avec la publication des études IDNT et rénales, on a mis de l'avant l'utilisation des ISIA-DARA en rénoprotection, ce qui a permis de ralentir la perte de fonction rénale à 4 millilitres-minutes par an. Donc, la survenue de dialyse était retardée de 12,5 ans. Ça représentait, en théorie, là, un avancement majeur par rapport aux années 80. Et on voit d'ailleurs les résultats de l'une de cette étude, l'étude rénale, qui a démontré clairement que le losartan par rapport à placebo réduisait le risque de maladie rénale terminale. On voit cette réduction du risque avec la flèche grise. Mais même si on se retrouve dans le groupe losartan, on voit que ces gens avaient un risque non négligeable de maladie rénale terminale. C'est ce qui est représenté ici, ce risque résiduel par la flèche orangée. Ça représente aussi un besoin thérapeutique non comblé. Dans un contexte de soins primaires, nul doute, les ISIA, les ARA représentaient un avancement important en néphroprotection diabétique, mais un besoin thérapeutique non comblé existe. Et je dirais que pendant les 20 dernières années, les ISIA, ARA nous donnaient un faux sentiment de sécurité. Et les néphrologues le savaient depuis 20 dernières années. On a cherché pour une autre classe de médicaments qui pouvaient ajouter une néphroprotection par-dessus les ISIA, les ARA.
Et j'aimerais vraiment mettre les points sur les i quant au résumé des essais cliniques sur la protection rénale avec les antipyrglycémiens. Les DPP-4, tout au plus, certains d'entre eux, pas tous, réduisent l'albuminurie, mais on n'a aucune étude qui démontre que les DPP-4 atténuent la pente de déclin de DFG, diminuent le risque de survenue de dialyse greffe de rein. Avec les GLP-1, un peu mieux, on voit que c'est un effet de classe, ils réduisent tous l'albuminurie, mais on n'a pas d'évidence probante que ces agents atténuent la pente de déclin de DFG ou réduisent le risque de survenue de dialyse greffe de rein, mais on aime quand même ces agents en néphrologie parce que les GLP-1 arrivent à protéger le cœur de nos patients, même quand le DFG tombe nettement en bas de 60 millilitres. Et à droite, vous le voyez, les crochets verts avec les inhibiteurs SGLT2, on aura l'occasion très bientôt d'en parler. Mais avant d'en parler, j'aimerais amener un dernier point sur les GLP-1. Cette classe n'a pas encore dit son dernier mot. On a cette étude FLOW qui compare le sémaglutide au placebo dans une population de patients tous diabétiques à haut risque rénal. Et le but premier, l'issue primaire de cette étude, c'est un issue qui est rénal. Et enfin, 2024, on va avoir la réponse à savoir si le sémaglutide est rénoprotecteur ou non. Et je l'espère, si oui, on aura un autre outil à offrir à nos patients. Je me dois, comme conférencier, d'être complet et il me faut parler à tout le monde de la finérénone. Donc, la finérénone, c'est un antagoniste du récepteur minéralocorticoïdien qui est spécifique pour les reins et le cœur. Donc, dans des études précliniques, la finérénone a pu réduire l'inflammation et le dépôt de tissu fibreux dans le rein diabétique, mais il nous fallait faire les études cliniques avec aboutissement ferme avec la finérénone. Et dans ces études d'envergure considérant la finérénone, on a inclus des patients diabétiques avec des ISA et des ARA et un TFG minimum de 25 millilitres, un RAC minimum de 3,4 mg par millimol. Cette population de patients est ici illustrée dans la région ombragée. Et on avait comme critère d'évaluation un critère d'évaluation combiné rénal et un critère d'évaluation combiné cardiovasculaire. Et on a pu démontrer dans l'étude Fidélité, qui est une analyse groupée des données, que la finérénone a réduit le risque rénal de 23 % et la finérénone a réduit le risque cardiovasculaire de 14 %. Le 14 octobre 2022, Santé Canada a approuvé la finérénone selon l'indication qui suit. Cet agent est indiqué comme traitement d'appoint au traitement standard chez les adultes atteints de néphropathie chronique et de diabète type 2. Maintenant, on va plonger dans la sphère des inhibiteurs SGLT2 et on reprend cette carte thermique que vous voyez ici. Et on remarque les lettres C, D et E. En fait, les lettres C, D, E représentent le risque rénal moyen des populations à l'étude dans les études cardiovasculaires portant sur les inhibiteurs SGLT2, Canvas C, Declare D, MPREG E. Et bien que ces études aient été cardiovasculaires, on voulait voir si il y avait une possible cardioprotection avec les inhibiteurs SGLT2, la FDA avait quand même mandaté comme issue secondaire une comparaison de la pente de déclin placebo versus inhibiteur du SGLT2. Donc, on voit ici les pentes de déclin placebo versus canagliflozine, empagliflozine et dapagliflozine. Et j'attirais votre attention sur la pente de déclin du DFG dans le groupe placebo en gris, la perte de fonction rénale chez ces patients qui avaient majoritairement une maladie cardiovasculaire secondaire. Et ce qui était plus impressionnant, bien sûr, c'est que dans chaque étude, la gliflozine atténuait la pente de déclin tout au long de la période de l'étude. Il semblait donc y avoir un signal rénoprotecteur avec l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 dans ces populations de patients, mais bien sûr, il s'agissait ici d'études d'analyse a posteriori exploratoires secondaires et il nous fallait faire les études proprement dites pour démontrer hors de tout doute le signal rénoprotecteur des inhibiteurs du SGLT2. Donc, la première étude qui a été conçue et publiée a été l'étude Credence. C'est une étude qui a eu lieu uniquement dans une population de patients diabétiques, minimum de DFG pour rentrer de 30, minimum de RAC urinaire pour rentrer dans l'étude de 30 mg par millimol. On voit d'ailleurs la population étudiée dans la région ombragée. L'étude DAPA-CKD a ambitionné plus que l'étude Credence, en ce sens qu'on a listé des patients, cette fois minimum DFG de 25
braque urinaire minimum de 20, et on voit cette région ombragée qui a été à l'étude un peu plus élargie par rapport à Credence. Mais on a ambitionné beaucoup plus dans DAPA-CKD parce qu'on inclut des patients diabétiques et non diabétiques. Nous voici avec les résultats de l'étude Credence DAPA-CKD. Je sais que beaucoup des participants sont bien au courant des résultats de cette étude, mais pour récapituler brièvement, on voit dans l'étude Credence que la canagliflozine a réduit le risque rénal par rapport à placebo de 30 et dans l'étude DAPA-CKD, on voit cette réduction du risque de 39 assurée par la dapagliflozine par rapport à placebo. J'ai mentionné dans la diapo d'avant que dans l'étude DAPA-CKD, on a listé des patients avec diabète et sans diabète. Et dans cette sous-analyse prédéfinie, on voit que la dapagliflozine est arrivée à réduire le critère d'évaluation principale rénale de l'étude, autant chez les patients diabétiques que chez les patients non diabétiques. On voit qu'il n'y avait pas de hétérogénéité entre ces deux groupes, la valeur P d'interaction étant au-delà de 0,05. Une petite bémol, par contre, c'est qu'il y avait très peu d'événements rénaux d'importance dans le groupe de patients qui étaient non diabétiques. Maintenant, j'aimerais passer à un moment attendu, c'est-à-dire la présentation de l'étude EMPA-Kidney qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine le 4 novembre dernier. C'est une étude qui a aussi été présentée simultanément à l'ASN à Orlando. C'est notre grande rencontre pour nous, les néphrologues. Comme vous pouvez voir, j'y étais. C'était très le fun d'être finalement là en présentiel. Il y avait une longue file d'attente pour prendre cette photo avec notre mascotte de rein. Et j'aimerais aussi préciser dans les prochaines diapos que je vais vous présenter de l'information probante, de l'évidence probante et certaines opinions comme conférencier qui ne s'arrêtent pas nécessairement avec la monographie de produits Santé Canada de l'empagliflozine. Donc, l'étude EMPA-Kidney, c'est une étude qui avait comme objectif d'établir l'efficacité de l'empagliflozine à réduire le risque de progression de la maladie rénale ou le décès CV dans une population de patients à large spectre de sévérité de maladie de rein avec et sans diabète. Et le design de l'étude était très simple. On a randomisé les patients un pour un, empagliflozine 10 mg dié plus standard de thérapie versus placebo dié, standard de thérapie. Et la dose de l'empagliflozine, elle était fixe à 10 mg dié. On n'augmentait pas la dose pour atteindre une cible d'hémoglobine A1C. Ce n'était pas une étude target to treat. On voulait vraiment voir à une dose de 10 mg dié qu'est-ce qui allait arriver au rein et au cœur des patients, un peu comme si on donnait de l'aspirine. Comme aboutissement primaire, on avait la combinaison de décès CV ou progression de la maladie rénale qui s'est définie comme survenue de dialyse, greffe de rein, décès rénal, un DFG en bas de 10 millilitres minute ou une perte soutenue du DFG d'au moins 40 par rapport à la valeur de base. La durée médiane du suivi des patients dans l'étude a été de 2,0 années puisqu'elle a été cessée de façon prématurée. L'étude EMPA-Kidney a employé les critères d'inclusion-exclusion suivants. Donc, au niveau des critères d'inclusion, il y a deux groupes de maladies rénales chroniques qui ont été inclus. Le premier groupe, c'est un DEG de 45 et plus, en bas de 90 millilitres avec un minimum de RAC urinaire de 22,6 mg par millimole, ou alternativement, on inclut des patients avec un DFG entre 20 et 45 sans égard au niveau d'albuminurie. Et fait intéressant, c'est que dans cette étude, les patients étaient encouragés à prendre un ISIA, un ARA à des doses cliniques appropriées, à moins que les ISIA, les ARA ne soient pas tolérés ou indiqués. Dans les études DAPA-CKD et Credence, pour être inclus dans l'étude, les patients devaient prendre un ISIA, un ARA aux doses maximum tolérées. Et je pense que cette approche de EMPA-Kidney reflète beaucoup plus le contexte de vie rénale comme clinicien. Je peux dire qu'il y a plusieurs de mes patients qui ne tolèrent pas les ISIA, les ARA. Comme critère d'exclusion, on exclut les patients diabétiques type 1 avec polykystose rénale, surdialyse ou avec une greffe de rein. Donc, si on reprend les populations de patients qui ont été à l'étude avec l'étude Credence et DAPA-CKD et qu'on les compare à la population de patients qui ont été à l'étude dans EMPA-Kidney, on voit que c'est cette dernière étude qui a été la plus ambitieuse. On a inclus, n'est-ce pas, dans le vert, des patients dans des catégories d'albuminurie A1, A2. Mais comme j'ai mentionné, on a aussi inclus dans cette étude des patients avec diabète et sans diabète.
Donc, pourquoi avoir cette approche de tenter l'utilisation d'un inhibiteur SGLT2 pour des patients non diabétiques avec maladie rénale chronique? Il s'ensuit qu'un dénominateur commun de beaucoup de causes de maladies de rein, c'est en fait une vasodilatation de l'artériole afférente qui induit une augmentation du flot dans le glomérule et ce dernier, par le fait même, devient hypertendu. Donc, si vous vous souvenez dans votre cours de médecine, le glomérule, c'est un capillaire en continu qui est très fragile aux augmentations de pression et il est à risque d'éclater quand la pression augmente au niveau d'un seuil. Et là, il y a de la glomérulosclérose qui s'installe. La pathophysiologie du rein malade est beaucoup plus complexe, mais on a ici une version plus simplifiée d'un des mécanismes pathophysiologiques. Donc, cette hypertension du glomérule, elle s'applique non seulement pour les patients avec maladie de rein diabétique, mais aussi pour les patients avec maladie de rein d'origine non diabétique, ayant pour cause l'hypertension, la néphropathie IgA, FSGS et même l'obésité. Donc, comment est-ce que les inhibiteurs SGLT2 pourraient régler en quelque sorte cette pathophysiologie? Donc, on apprend dans des études mécanistiques que les inhibiteurs SGLT2 causent un pincement de l'artériole afférente et par le fait même, le flot de sang dans le glomérule baisse, la pression dans le glomérule baisse et cette réduction de la pression dans le glomérule tend à préserver les néphrons au fil des années. Donc, si on replonge dans l'étude EMPA-Kidney, on présente ici les caractéristiques de base de cette étude. Donc, on a listé dans cette étude plus de 6500 participants randomisés à partir de 8 pays et on voit que 54 des patients n'avaient pas d'antécédents de diabète, 27 avaient une maladie CV et 35 des patients avaient un DFG en bas de 30 millilitres minute. Donc, en nombre absolu, ça représente 2282 patients qui avaient un DFG en bas de 30. 48 avaient un RAC urinaire en bas de 30 mg par millimole. En nombre absolu, ça représente en fait 3192 patients. Et au niveau du diagnostic primaire rénal, regardez la répartition très équilibrée des causes de maladies rénales, diabétique, hypertension, maladie glomérulaire. C'est très représentatif d'une clinique générale de néphrologie. Donc, nous voici avec le résultat le plus important de l'étude EMPA-Kidney. On parle ici du critère d'évaluation primaire, progression de la maladie rénale ou décès CV. L'empagliflozine a réduit le risque de cet aboutissement de 28 par rapport à placebo, une valeur P très statistiquement significative. Et on voit que les courbes se sont séparées très tôt, avant 1 an. Le nombre de sujets à traiter était de 28 dans cette analyse. Maintenant, si on considère les éléments qui composent l'aboutissement primaire, à gauche, on voit que l'empagliflozine a réduit la progression de la maladie rénale de 29 par rapport à placebo, une valeur P qui est très statistiquement significative. Au niveau du décès cardiovasculaire, l'empagliflozine a entraîné une réduction du risque relatif de 16 du décès cardiovasculaire, mais cette réduction n'était pas statistiquement significative. Si on considère maintenant un aboutissement secondaire d'importance prédéterminée de l'étude EMPA-Kidney, soit l'hospitalisation toute cause, première et récurrente, l'empagliflozine a réduit ce risque de 14 avec un avantage qui était statistiquement significatif. Maintenant, si on résume les aboutissements de l'étude EMPA-Kidney, donc on reprend que l'empagliflozine a réduit de façon statistiquement significative le risque de progression de maladie rénale ou décès CV. L'empagliflozine a réduit de 14 l'hospitalisation toute cause. Mais malgré le fait qu'il y a eu une réduction relative du risque de décès de toute cause ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès CV, cette réduction n'était pas statistiquement significative. Lorsque l'on lit dans le manuscrit de EMPA-Kidney, les auteurs précisent qu'il y a eu un nombre d'événements cardiovasculaires qui était surprenamment moins élevé qu'attendu et cela a pu nuire à la puissance statistique de cette analyse. Maintenant, on va considérer des sous-groupes d'intérêt particuliers par rapport aux critères d'évaluation primaire de cette étude. Et on voit que dans ce graphique en forêt,
L'empagliflozine a su réduire l'aboutissement primaire de l'étude, peu importe le sous-groupe. On voit ici que peu importe la cause de maladie rénale chronique ou le taux d'hémoglobine A1C de base ou la présence ou non de maladie cardiovasculaire, l'empagliflozine arrive à réduire le risque du critère d'évaluation primaire. Il n'y avait pas de hétérogénéité entre tous ces sous-groupes. Et j'attirais aussi votre attention sur le sous-groupe ajout de ISA-ARA ou non. Et on voit qu'il n'y avait pas de hétérogénéité dans ce sous-groupe. L'empagliflozine réduisait le risque rénal dans ce sous-groupe aussi. Il y a aussi d'autres sous-groupes d'intérêt qui ont été évalués dans l'étude EMPA-Kidney. Et on voit que l'empagliflozine a arrivé à réduire le critère d'évaluation primaire, peu importe la présence de diabète ou non. Et aussi, on voit que peu importe le DFG de base de l'entrée du patient dans l'étude EMPA-Kidney, on voit que l'empagliflozine réduisait le risque rénal de ces patients. Il n'y avait pas de hétérogénéité entre ces sous-groupes. Maintenant, qu'en est-il des niveaux albuminurie A1, A2, A3? On voit que l'empagliflozine n'a pas réduit de façon statistiquement significative le risque du critère d'évaluation primaire de l'étude pour les sous-groupes de patients A1, A2. Donc, comment expliquer ce constat? Bien, j'attirais votre attention sur le fait que dans le rectangle jaune, il y avait très peu d'aboutissement du critère primaire de cette étude. On voit qu'il y en a eu 42 dans le groupe empagliflozine, 42 dans le groupe placebo pour ce qui est de la catégorie d'albuminurie A1. Donc, comment expliquer le fait qu'il y avait si peu d'aboutissement du critère d'évaluation primaire? Bien, si vous vous rappelez l'analogie du train, ces patients avançaient très tranquillement vers le bord du précipice et dans une période d'étude de 2 années, il n'y a pas eu assez de patients qui ont rencontré le critère d'évaluation primaire de l'étude. Donc, une façon de contourner cette limitation, c'est de considérer, bien, est-ce que l'empagliflozine a su ralentir la vitesse du train? Est-ce que l'empagliflozine a pu, pour ce sous-groupe de patients, ralentir la perte de fonction rénale, la pente de déclin du débit de filtration par rapport à placebo? Donc, si on considère la pente de déclin du débit de filtration glomérulaire, placebo versus empagliflozine, pour l'ensemble de la population de l'étude, une image vaut 1000 mots, on voit que l'empagliflozine a atténué la pente de déclin du DFG par rapport au groupe placebo qui est en rouge. Et en termes numériques, on voit que dans le groupe placebo, la perte de fonction annuelle était de 2,75 millilitres-minutes, alors que dans le groupe empagliflozine, la perte était de 1,37 millilitres-minutes par année, ce qui représente une atténuation de 1,37 millilitres-minutes par année assurée par le groupe randomisé empagliflozine. Donc, ce concept d'atténuation de pente de déclin du DFG, on va le reprendre dans les analyses de ce groupe clé. Donc, ici, dans le graphique en forêt, on a inversé l'empagliflozine et le placebo. Donc, ici, quand c'est à droite, ça favorise l'empagliflozine. Et on voit que peu importe le sous-groupe de diabète, oui, non, l'empagliflozine a atténué la pente de déclin du DFG et c'est la même histoire avec les différents niveaux de DFG de base. Si on s'attarde maintenant aux différents niveaux d'albuminurie, on voit que l'empagliflozine, peu importe le niveau d'albuminurie A1, A2, A3, a atténué la pente de déclin du débit de filtration glomérulaire avec des valeurs de 0,78 millilitres-minutes par an, 1,2 millilitres-minutes par an et 1,76 millilitres-minutes par année pour les groupes A1, A2, A3 respectivement. Au niveau des aboutissements d'innocuité, on voit qu'il y a eu une augmentation numérique de cas d'acidocétose. Il y en avait 6 dans le groupe empagliflozine contre 1 dans le groupe placebo. C'est un effet secondaire qui est très connu des inhibiteurs SGLT2. Et on voit cette même tendance que l'on voit avec d'autres inhibiteurs SGLT2, cette réduction numérique de l'hypercalémie d'atteinte rénale aiguë dans le groupe empagliflozine par rapport à placebo. Donc, en résumé, pour l'étude EMPA-Kidney, donc, cette étude a été interrompue plus tôt, donc après 2 ans, en raison de son efficacité positive. L'empagliflozine a réduit le risque de progression de maladie rénale ou de décès CV de 28 et son efficacité a été maintenue, peu importe le statut à l'égard du diabète, peu importe la cause sous-jacente de maladie rénale chronique, et selon un large étendue de DFG allant jusqu'à 20 millilitres-minutes. Cet avantage a aussi été maintenu chez les patients prenant et ne prenant pas un ISA-ARA à la base.
Empakeni est le premier essai des inhibiteurs SGLT2 ayant démontré une réduction de 14 du risque relatif d'hospitalisation. Et l'empagliflozine a ralenti la pente de déclin du DFG à travers le spectre des RAC urinaires, incluant les patients avec un RAC urinaire de moins de 3 mg par millimol ou 3 à 30 mg par millimol. Maintenant, j'aimerais vous parler de cette méta-analyse publiée récemment dans The Lancet portant sur les inhibiteurs SGLT2. Elle a été publiée le 6 novembre dernier. Mais avant de parler de cette méta-analyse, j'aimerais nous mettre un peu en contexte par rapport à une méta-analyse antérieure qui avait inclus 11 essais randomisés contrôlés chez des patients largement diabétiques et à risque cardio-rénal. Et cette méta-analyse avait démontré que les inhibiteurs SGLT2 réduisaient efficacement la progression de la maladie rénale chronique et le composite de décès CV ou l'hospitalisation pour défaillance cardiaque. Cependant, la puissance de cette méta-analyse était peu suffisante pour établir les effets rénaux et CV chez les patients non diabétiques. Et puisque la majorité des patients ont une maladie rénale chronique d'origine non diabétique, il devenait donc souhaitable d'obtenir plus d'informations sur ce sous-groupe. Et depuis cette méta-analyse, il y a eu 2 autres études randomisées contrôlées, Empakeni et Deliver, qui ont permis de plus que doubler le nombre d'issues de progression de maladie rénale chronique non diabétique. Il devait donc falloir faire une nouvelle méta-analyse à jour. Donc, l'objectif de cette méta-analyse a été d'évaluer l'effet des inhibiteurs SGLT2 sur la progression de la maladie rénale selon une définition standardisée, en plus des effets sur la mortalité, la défaillance cardiaque, les atteintes rénales aiguës et d'autres issues d'innocuité pour les patients avec et sans diabète. On a choisi une définition de l'aboutissement standardisé, progression de la maladie rénale comme suit, une baisse de DFG d'au moins 50 de la valeur de base, une maladie rénale terminale, dialyse greffe de rein, un décès rénal ou une baisse soutenue du DFG de moins de 15 ou 10 millilitres. Donc, dans cette méta-analyse, on a inclus 13 essais d'envergure placebo contrôlés sur les inhibiteurs SGLT2. Ça compte plus de 90 000 participants, dont 15 605 qui n'avaient pas de diabète. Donc, on présente ici dans ce graphique en forêt l'effet des inhibiteurs SGLT2 sur la progression de la maladie rénale chronique selon la définition standardisée que je vous ai présentée. Et on voit que la classe des inhibiteurs SGLT2, pas surprenamment pour le groupe de patients diabétiques, arrive à réduire de façon significative la progression de la maladie rénale chronique. Mais cet avantage est aussi assuré pour les populations de patients n'ayant pas de diabète. Il n'y avait pas de hétérogénéité entre ces 2 groupes. Et j'attirais aussi votre attention que la classe des inhibiteurs SGLT2 arrivait à réduire le risque de progression de maladie rénale chronique selon un large éventail de DFG. On voit ici pour les études cardiovasculaires cet avantage de protection rénale pour des patients avec un DFG préservé entre 74 et 85. Même chose avec les études de défaillance cardiaque. Les patients avaient un DFG de base de 60 ml/min. Et pour les patients dans les études rénales consacrées, le DFG était plus bas à 44 ml/min à peu près. Maintenant, si on considère la classe des inhibiteurs SGLT2, pour ce qui est de la progression de la maladie rénale chronique par néphropathie primaire, on voit que l'effet rénoprotecteur est maintenu pour les patients diabétiques, les patients avec maladie rénale hypertensive ou les patients avec maladie glomérulaire. Et c'est le même phénomène qui se répète ici pour l'aboutissement de décès CV ou l'hospitalisation pour défaillance cardiaque. La classe des inhibiteurs SGLT2 va réduire ce risque autant chez les patients diabétiques que pour les patients non diabétiques. Pour ce qui est de la mortalité de toute cause, on voit dans ce graphique en forêt que les inhibiteurs SGLT2 arrivent à réduire ce risque pour les patients diabétiques et non diabétiques, pas de hétérogénéité entre ces 2 sous-groupes. Si on considère au niveau de l'innocuité les atteintes rénales aiguës, les inhibiteurs SGLT2 dans cette méta-analyse réduisent ce risque autant chez les patients diabétiques que chez les patients non diabétiques. Au niveau de risque de acidocétose, on voit que pour les patients diabétiques, non surprenamment, la classe des inhibiteurs SGLT2 augmente le risque de acidocétose diabétique. C'est un risque qui est rare, mais il faut être à l'affût de ce risque avec nos patients diabétiques qui prennent les inhibiteurs SGLT2. Pour ce qui est des patients qui n'avaient pas de diabète dans cette méta-analyse, on a identifié un cas seulement de cétoacidose chez les patients
qui prenaient un inhibiteur SGLT2 non diabétique sur approximativement 30 000 participants années de suivi. Donc, en résumé, pour cette méta-analyse, comparativement au placebo, les inhibiteurs SGLT2 ont réduit le risque relatif de progression de maladie rénale de 37 d'atteinte rénale aiguë de 23 de décès CV ou hospitalisation pour défaillance cardiaque de 23 de décès CV de 14 Et pour tous ces aboutissements, les bénéfices étaient similaires ou maintenus, peu importe le statut de diabète, type de néphropathie primaire, DFG de base, même à des DFG fortement réduits. Et les auteurs de cette méta-analyse concluent que cette méta-analyse étale de l'évidence probante supportant des lignes directrices pour l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 afin de réduire le risque de progression de maladie rénale et le risque d'atteinte rénale aiguë, non seulement chez les patients avec diabète à haut risque CV, mais aussi pour les patients avec maladie de rein ou défaillance cardiaque, quel que soit le statut de diabète, le type de néphropathie primaire ou les niveaux de fonction rénale de base. Donc, si on retourne à ce graphique qui dénote le ralentissement de la progression de la néphropathie diabétique en fonction de l'évolution de la pharmacothérapie, bien, avec ces nouvelles études, on ajoute les inhibiteurs SGLT2, la finérénone aussi, et on peut maintenant ralentir la perte de fonction rénale à un taux de 2 à 3 millilitres minutes par année. Et en principe, on peut retarder la survenue de dialyse de 17 à 25 ans. On a fait donc beaucoup de progrès dans les 40 dernières années en ce qui concerne la protection de patients avec maladie de rein diabétique. Je voulais partager avec vous cet énoncé du Dr. Wanner. Ensemble, bâtissons un temple avec plusieurs piliers de pharmacothérapie qui empêchent l'insuffisance secondaire rénale secondaire au diabète. Et j'espère qu'on va se détacher de considérer les piliers de la protection rénale comme étant en opposition l'un contre l'autre, mais plutôt comme étant complémentaires l'un avec l'autre. Donc, pas surprenamment, les inhibiteurs SGLT2 percolent de plus en plus avec les lignes directrices mises à jour. On voit ici les lignes directrices mises à jour de Codigo qui ont été présentées en 2020. On parle ici de la prise en charge du diabète en présence d'une maladie rénale chronique. Codigo a pris une approche pyramidale. Donc, à la base de la pyramide, pour ce qui est des modes de vie, on encourage une diète saine, de l'exercice, l'abandon du tabac, un maintien de poids sain. Au niveau de la pharmacothérapie, première intention, on voit les inhibiteurs SGLT2 qui s'ajoutent au IOSIA et ARA. Et comme troisième palier, on a les antagonistes sur récepteurs minéralocorticoïdes non stéroïdiens. Le seul que l'on a actuellement, c'est la finérénone. Je pense que nous sommes tous au courant des lignes directrices mises à jour 2020 de Diabète Canada. Il n'est plus seulement question de l'hémoglobine A1C. Oui, c'est important, mais à chaque visite, il faut se questionner, est-ce que mon patient a développé une maladie cardiovasculaire avérée? Est-ce que mon patient a une maladie rénale chronique ou un historique de défaillance cardiaque? Nos patients vieillissent. Est-ce que mon patient a plus de 60 ans avec 2 facteurs de risque cardiovasculaire? Donc, dans l'un ou l'autre de ces cas, il va nous falloir introduire soit un inhibiteur SGLT2 ou un GLP-1, et ce, sans égard à l'hémoglobine A1C. Donc, même si notre hémoglobine A1C est à cible, il va peut-être falloir débarquer un DPP4, une sulfonylurée, réduire la dose d'insuline pour laisser place aux inhibiteurs SGLT2 ou au GLP-1. Aucun traitement s'applique à tout le monde. Donc, voici les patients qui ne devraient pas recevoir un inhibiteur SGLT2, les patients diabétiques type 1, les patients avec antécédents d'acidocétose diabétique, surtout quand ce n'est pas expliqué par une autre cause que l'inhibiteur SGLT2, les infections mycotiques génitales récurrentes, les patients qui s'auto-cathétérisent au niveau de la vessie, les patients avec une instabilité volimique, donc des stomies à haut débit, femmes enceintes, les patients sur la dialyse, les patients avec polykystose rénale, les patients immunosupprimés. Donc, de loin, les bénéfices des inhibiteurs SGLT2 au niveau de la protection cardinale outrepassent les risques d'infection mycotique génitale, le risque bas d'hypoglycémie, d'acetocétose diabétique et de dépression volémique. Et si on considère le taux de continuation de ces médicaments comme indicateur de tolérabilité, bien, si on regarde les grandes études d'envergure portant sur les inhibiteurs SGLT2, on voit que le taux d'abandon du groupe placebo était plus élevé que le taux d'abandon du groupe de patients qui prenaient les inhibiteurs du SGLT2.
Je voulais partager avec vous cette étude qui a été menée aux États-Unis, qui a pris une photo, en quelque sorte, de la prescription des médicaments pour des patients avec maladie rénale chronique DFG en bas de 60 millilitres selon différentes périodes d'études de 2006 à 2017. Donc, on voit que pour ce qui est de l'utilisation des inhibiteurs AGD2 pour des patients avec maladie rénale chronique, le taux d'utilisation était de moins de 1 mais on est pardonné ici parce que l'étude ici a terminé en 2017, bien avant la publication des études Empiric Canvas, pas Empiric Canvas, mais plutôt d'Apothecary, Credence et M-Pockedly. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que dans cette étude, on a démontré le taux abysmal de l'utilisation des ISA et des ARA à 14 et 7 respectivement dans une population de patients qui avaient une maladie rénale chronique. Mais plus inquiétant encore, on utilisait davantage dans une population de patients avec maladie de rein des IPP et des AINS, des médicaments qui, on le sait, peuvent être délétères au niveau des reins. Donc, tout cela m'amène à cette réflexion. Je pense qu'on devrait se questionner sur la pertinence d'études cliniques à haut impact si les thérapies éprouvées qui en découlent ne sont pas adoptées de façon systématique dans les populations concernées. Pour aplatir la courbe de la maladie rénale chronique, il nous faudra d'abord réduire l'écart entre la réalité des soins actuels prodigués au niveau du dépistage et la thérapie et le standard reconnu. Il nous faut dépister pour la maladie rénale chronique, appliquer les traitements éprouvés pour espérer aplatir la courbe de la maladie rénale chronique. Donc, si on revient à notre patiente, j'espère qu'il devient plus évident pour nous de prescrire un inhibiteur SGLT2 pour cette patiente. Et j'aime bien ce checklist qui est adapté de Diabète Canada avec l'acronyme ACTION. Pour une patiente comme Francine, on va viser une hémoglobine A1C de 7 ou moins, un LDL cholestérol de moins de 2, une tension artérielle de moins de 130 sur 80. Et là, on va miser sur l'optimisation de la protection du cœur avec des SIA, DRA, statine, aspirine quand indiqué, les inhibiteurs SGLT2, les GLP-1 avec des bénéfices CV démontrés. Et au niveau du rein, on a maintenant les ISA, les ARA, les inhibiteurs SGLT2 et la finérénone. Donc, au fil des années, le DFG de Francine va continuer de baisser. Et à mesure que le DFG tombe en bas de 60 millilitres, il va nous falloir être à l'affût de l'anémie, les troubles minéraux et osseux. Il faut corriger pour l'acidose métabolique de nos patients. Au niveau de la nutrition, on évite des diètes trop riches en protéines. Et la plupart du temps, là, les nutritionnistes aiment qu'on réfère les patients à la nutritionniste quand le DFG tombe en bas de 45 millilitres. Il faut préserver les veines de nos patients. C'est important pour nous d'installer des fistules pour les patients qui sont hémodialysés. Donc, lors des prises de sang qui sont fréquentes chez nos patients, on prend la surface dorsale de la main dominante. Quand le DFG tombe en bas de 60 millilitres, les INS sont prescrits, tout comme les préparations orales de phosphate et les bisphosphonates sont prescrits en bas de 30. On me demande souvent, quand est-ce qu'on devrait référer à un néphrologue? On peut ressortir cette carte thermique et vous voyez dans le rouge, là, les patients qui devraient nous être référés. On devrait aussi nous référer les patients quand le DFG tombe en bas de 30 millilitres ou si les patients sur une période de 1 an ont une perte de DFG de 25 ou moins. Au niveau de l'albuminurie, on est un peu plus permissif pour les diabétiques. Ça prend un RAC urinaire d'au moins 60. Pour les non-diabétiques, un RAC minimum de 30. On voit beaucoup de patients avec hypertension réfractaire non contrôlée. Et à droite, des raisons un peu moins fréquentes de nous consulter des patients avec maladie rénale héréditaire, donc la polykystose rénale, les néphrolithiases qui récidivent, les patients avec hypercalémie réfractaire à une diète restreinte, entre autres. Donc, en conclusion, pour les patients à risque de maladie rénale chronique, ça prend une carte thermique une fois par an pour chaque patient. L'ajout des inhibiteurs SGLT2 au ISA-ARA a permis de créer une véritable thérapie de fond en néphropathie diabétique et non diabétique, permettant de ralentir la perte du DFG jusqu'à 2 à 3 millilitres par an. L'impact clinique est majeur. Les inhibiteurs SGLT2 doivent avant tout être perçus comme un traitement pour le syndrome cardio-rénal. Leur capacité à réduire le glucose, l'A1C des patients devient dès lors un effet bénéfique secondaire. L'inertie thérapeutique demeure le nerf de la guerre. Il nous faut dépister les patients à haut risque rénal afin d'appliquer le standard de thérapie selon les nouvelles lignes directrices mises à jour. Donc, voilà ce qui est pour ma présentation. Je vous remercie encore et on peut ouvrir la période pour des questions, des commentaires.
Merci beaucoup, Dr. Proulx, pour cette excellente présentation. Donc, c'était vraiment une mise à jour, je pourrais qualifier d'extraordinaire. Là, c'est vraiment ça que on avait demandé. Ça répond vraiment aux besoins. Et c'était très, très clair là, en ce qui me concerne. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Alors, ça a suscité beaucoup de questions. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt là envers ce sujet-là. Donc, effectivement, on a beaucoup de temps pour les questions. Donc, je vais aller tout de suite commencer par regarder les questions qui nous ont été envoyées. Donc, on va commencer par des petites questions en rafale. Il y a des gens qui ont des questions quand même assez précises, comme par exemple 2 cas de figure. Est-ce qu'on peut donner les inhibiteurs GLT2 sans crainte chez quelqu'un qui a un rein unique? Et une autre personne demande, est-ce qu'on peut le donner aussi chez des patients qui ont un néo du rein ou de la vessie? Ben, j'imagine un antécédent de néo du rein ou de la vessie. Donc, c'est une excellente question et je dirais que je me suis posé cette question moi-même dans un contexte de vie réelle là, dans mes cliniques parce qu'on a beaucoup de patients qui ont des reins uniques, soit de façon congénitale ou des patients qui ont des néphrectomies dues à des cancers de reins. Et le rein qui reste devient souvent hyperfiltrant. Il y a beaucoup de protéinurie là, chez ce rein-là. On a des patients aussi qui sont non diabétiques, qui ont des reins uniques, tout comme des patients qui sont diabétiques. J'ai pas trouvé là, des sous-analyses spécifiques pour ce sous-groupe de patients avec un rein unique qui reste pour voir si les inhibiteurs SGLT2 étaient néphroprotecteurs pour ces groupes de patients. Et donc, je pense qu'il faut utiliser notre jugement. Moi, j'ai eu tendance à utiliser les inhibiteurs SGLT2 pour de tels patients. Je pense que les bénéfices potentiels outrepassent les risques, surtout que ces patients n'ont qu'un rein. Et donc, leur réserve rénale se trouve dès lors assez compromise. Donc, pour ce qui est de l'autre question par rapport je pense que c'était des antécédents de cancer de rein, de vessie. Oui, exact, cancer de rein et de vessie. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y avait eu un signal pour la population, cette population de patients et la dapagliflozine. Mais je n'ai pas vu un signal de contre-indication relative pour les autres molécules, empagliflozine et canagliflozine. Oui, Normand, je pense que tu as raison. Je pense que, premièrement, les reins uniques, je pense qu'ils n'étaient pas exclus des études, mais je ne connais pas le nombre de gens qui ont été éventuellement randomisés. Puis je pense que pour les néos du rein et de la vessie, il n'y a pas de contre-indication ou de black spot warning pour le moment. Maintenant, d'autres. Mais je pense, Michel, ça serait intéressant si on pouvait nous trouver justement une sous-analyse là, pour ce groupe de patients avec des reins uniques. Ce serait très intéressant. Ben, il doit y en avoir parce que c'était pas un critère d'exclusion en tout cas. Mais il n'y a pas de raison, je suis d'accord avec toi, de penser que ça pourrait pas fonctionner ou qu'il faudrait être prudent d'une façon spéciale chez ces gens-là. Il faut juste regarder leur DFG et les considérer comme tels pour la suite du suivi. Maintenant, quelques questions sur l'effet de classe, notamment, bon, premièrement, l'effet de classe des inhibiteurs SGLT2. Est-ce que l'étude en pas kiné confirme l'effet de classe, on va dire, disons, pour ceux qu'on peut prescrire au Canada, en pas, DAPA et CANA? Je pense qu'avec les 3 études rénales consacrées, Credence, DAPA-CKD et EMPA-KIDNEY, qui ont tous été clairement positives, on peut conclure que c'est un effet de classe pour ce qui est des gliflozines canadiennes. Et je salue les résultats de cette étude parce que si ça n'avait pas été le cas, donc imaginez une situation où une des études avait été positive, l'autre n'avait pas été positive, je pense que ça aurait entraîné beaucoup de confusion. Mais on a vraiment le bénéfice ici de voir que c'est un effet de classe pour ce qui est de la protection rénale de nos patients. Et aussi, maintenant, dans la même veine, est-ce que pour ce qui est des ARM, est-ce qu'il y a aussi un effet de classe? On a parlé d'afinirénone, mais est-ce qu'on peut penser que les autres ARM ont le même bénéfice? Oui, donc, le cousin distant de l'afinirénone, c'est le spironolactone. Et on a pu voir que la spironolactone, avec l'étude RAILS, l'avait clairement démontré là, une capacité à réduire la mortalité cardiovasculaire pour les patients avec fraction d'éjection réduite. Au niveau de la protection rénale, Michel, c'est un peu plus, je dirais, nuancé en ce sens que la spironolactone réduit l'albuminurie de nos patients,
mais on n'a pas pu démontrer là, de réduction d'aboutissement ferme avec le spironolactone. Et c'est pour ça qu'avec la finérénone, on a clairement une nouvelle classe de molécules qui arrive à protéger non seulement les reins de nos patients, mais aussi le cœur de nos patients. Donc, l'évidence probante, là, elle est vraiment avec la finérénone à ce point-ci pour ce qui est des antagonistes récepteurs minéralocorticoïdes. Excellent, Normand. Puis j'ai bien peur qu'on n'aura pas la réponse finale à cette question parce que je serais très étonnant qu'on ait une étude équivalente à la finérénone avec la spironolactone qui est générique depuis plusieurs années. Alors, ça va rester, disons, on va garder un doute, mais on va dire que c'est bien prouvé avec la finérénone, mais on peut supposer que si l'étude existait, ce serait la même chose avec la spironolactone, mais on ne saura peut-être donc jamais. Autre question intéressante ici. Quel est le meilleur moment pour prescrire un inhibiteur SGLT2? Un peu plus tard, quelqu'un demande, en tant que néphrologue, c'est quand précisément que vous débutez un inhibiteur SGLT2? Donc, c'est une excellente question. Donc, quand moi, je considère un inhibiteur SGLT2, je me pose toujours la question, est-ce que je le fais pour les bénéfices métaboliques? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des bénéfices métaboliques clairs au niveau du contrôle de l'A1C, de la perte de poids, ou est-ce que je le considère pour la protection cardio-rénale du patient? Et des fois, c'est les deux. Et suite à cela, je vais vraiment chercher, moi, comme néphrologue, à commencer ces agents le plus tôt possible. Donc, on a parlé dans la présentation du concept de réserve rénale. Et je pense que le meilleur moment de commencer ces agents, c'est quand le DFG est encore en haut de cette barre critique de 60 millilitres, mais on voit que le patient a beaucoup d'albuminurie. Donc, ces gens, on va prendre l'analogie du train, ces gens se dirigent rapidement vers cette barre critique de 60 millilitres. Et on a encore quand même beaucoup de réserves rénales chez ces patients. Donc, l'impact thérapeutique optimal, je pense, c'est quand on débute ces agents avec un DG nettement en haut de 60 millilitres, mais on voit qu'avec l'albuminurie qui est élevée, c'est des patients qui sont à risque. Oui, donc moi, je dirais là-dessus que peut-être le meilleur moment, c'est quand on y pense, hein, parce que le traiter le plus tôt possible, comme tu le dis, c'est le plus important. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais traiter tôt permet d'éviter les problèmes à long terme. Ça a été bien démontré. Maintenant, donc, d'autres questions, disons, sur le meilleur moment. Donc, si on comprend bien ici, avec Empaquinée, on peut donc prescrire un inhibiteur SGLT2 entre 20 et 30. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, ça, on me demande assez souvent, mais quel est le niveau minimum pour l'initiation de ces molécules? Donc, pour la canagliflozine, c'est 30 millilitres. Pour la dapagliflozine, c'est 25 millilitres. Et pour l'empagliflozine, c'est 20 millilitres. Et ça se base sur les études de défense cardiaque avec l'empagliflozine. Dans Empaquinée, le niveau minimum pour entrer dans l'étude, c'était aussi 20 millilitres. C'est vraiment important aussi de comprendre que ça, c'est le niveau minimum pour l'initiation des inhibiteurs SGLT2, mais on peut les poursuivre par la suite jusqu'à la survenue de dialyse greffe de rein. Moi, j'ai beaucoup de patients et je suis certain, toi aussi, Michel, tu en as des patients qui sont sur ces agents avec des DFG de 18, 16. On les a initiés en haut du niveau minimum pour les initier. Mais ils ont des DFG de 16 et 18. Ils sont sur leur inhibiteur SGLT2 et c'est encore très bien toléré. Donc, ça, c'est un point important là, à apporter qu'on les continue là, jusqu'à la survenue de dialyse greffe de rein. Et bien que ces agents perdent leur capacité à atténuer la baisse de l'hémoglobine A1C avec des DFG réduits, la protection cardio-rénale est maintenue même à des DFG qui sont très bas. Excellent. Maintenant, quelques questions sur la surveillance. Donc, est-ce qu'il y a une certaine surveillance de la fonction rénale quand on initie ou au suivi d'un inhibiteur SGLT2 et est-ce qu'on le module selon le DFG? Donc, bonne question. Cette question-là revient assez souvent dans des conférences. On n'a pas de ligne directrice pour nous guider par rapport à la mesure du DFG après avoir initié un inhibiteur du SGLT2. Et dans les comités avec lesquels je siège, on va la plupart du temps s'entendre sur un DFG de 60 millilitres comme barre de mesure du DFG. Donc, en haut de 60 millilitres, la plupart des cliniciens vont dire, on n'a pas besoin de mesurer le DFG après avoir initié un inhibiteur du SGLT2.
mais en bas de 60 millilitres, beaucoup de cliniciens vont le faire. Quand est-ce qu'on devrait le mesurer? Bien, dans les grandes études, c'est à peu près 3 à 4 semaines après avoir initié l'inhibiteur du SGLT2. Pratico-pratique, là, mes patients n'arrivent pas toujours à le faire, mais on devrait le faire environ 3 à 4 semaines après avoir initié l'inhibiteur SGLT2 si le DFG de base là, est en bas de 60 millilitres. Mais là, on me demande, bien, des fois, bien, quelle est la baisse de DFG qui est permise pour nos patients? C'est important de retenir que pour beaucoup de patients, il va y avoir une baisse du DFG de base après avoir initié un inhibiteur SGLT2. Ça arrive avec beaucoup de patients, mais la plupart du temps, cette baisse ne surpasse pas 25 à 30 de la valeur de base. Donc, en autant que cette baisse n'excède pas un 30 de la valeur de base, moi, je fais juste continuer l'inhibiteur du SGLT2. Quand c'est au-delà de 30 là, je lève le sourcil. Et souvent, dans les dossiers, c'est que le patient est sur un diurétique. Et le réflexe ne devrait pas être d'arrêter permanemment l'inhibiteur SGLT2, mais vraiment de couper les diurétiques dans de tels cas où le DFG baisse trop. Excellent. Alors, il y a plusieurs questions que je qualifierais, disons, de gériatriques que je pourrais regrouper ainsi. Quelle est ton opinion sur l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 passés 80 ans? Et un peu plus tard, ici, quelqu'un demande de façon un petit peu plus précise. Lui a remarqué là, que dans son CHSLT, des fois, il était obligé de les arrêter parce que les patients étaient étourdis. Donc, ça, c'est une vraiment bonne question. Je me souviens quand j'étais résident en médecine, rares étaient les patients qui avaient 80 ans et plus. Maintenant, je dirais que c'est quasiment la norme. Et ce qui surprend aussi, c'est que beaucoup de patients de 80 ans et plus sont autonomes. Et donc, peut-être ma réponse va être formée en fonction des patients de 80 ans et plus autonomes avec une fonction cognitive quand même assez bien préservée. Je vais considérer quand même la classe des inhibiteurs SGLT2 pour cette population de patients, considérant que ces agents causent rarement de l'hypoglycémie. Et souvent, je remarque dans les patients octogénaires, bien, ils sont sur de l'insuline avec différentes combinaisons et ça peut entraîner l'hypoglycémie chez ces patients-là. Pour les patients de 80 ans et plus, il ne faut pas oublier que ces patients peuvent être exposés à des risques d'infarctus du myocarde, d'hospitalisation pour défaillance cardiaque et des longues hospitalisations qui en découlent. Donc, pour des patients autonomes 80 ans et plus, on peut considérer l'inhibiteur SGLT2 pour réduire le risque cardiovasculaire chez ces patients. Et j'ouvrirais une parenthèse particulière pour la défaillance cardiaque. Donc, des patients âgés, on le sait, sont souvent admis pour des défaillances cardiaques. Donc, si je vois un patient qui a un antécédent de défaillance cardiaque, un DFG en bas de 45 millilitres, c'est des patients chez qui peut-être l'inhibiteur SGLT2 pourrait être bénéfique. Puis tout ça doit être contrebalancé, bien sûr, contre les effets secondaires potentiels pour les patients plus âgés. Pour les patients qui ont des couches d'incontinence, ou des culottes d'incontinence, j'aime pas l'idée de prescrire un inhibiteur SGLT2 pour ces patients-là. Ça m'inquiète trop avec le milieu humide de déclencher là, des infections mycotiques génitales. Disons que c'est quelque chose auquel je réfléchis. Et il y a des patients de 80 ans et plus, on les voit, sont frêles. Et il y a des patients qui ont des tensions artérielles un peu plus basses, qui sont sur des diurétiques, du Lasix. Introduire un inhibiteur SGLT2 pour ces patients-là, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, c'est un petit peu, quand on fait la balance des bénéfices-risques, c'est ce que je vais considérer avec les patients qui sont plus âgés. Mais oui, il m'arrive de les prescrire, ces molécules-là, pour des patients plus âgés. Absolument, absolument. Je le fais aussi. C'est des gens définitivement qui peuvent en profiter, mais il faut effectivement évaluer le patient au complet, comme tu viens de très bien le dire. Donc, une petite question rapide pour poursuivre. Là, il y a une personne qui se demande en bas de 20 millilitres par minute, c'est quoi la logique de poursuivre l'empagliflozine, mais de ne pas l'initier? Bonne question. Je me la pose moi-même. Oui. En réalité, moi, je me le suis posé pour toutes les études. Là, mais je pense que c'est juste que l'étude était faite comme ça. Là. Il n'y a pas d'autre logique que c'est la solution qu'ils ont trouvée.
Et la monographie de produits Santé Canada va toujours rester fidèle là, aux critères de base des études d'envergure. Et si je peux me permettre, quand j'étais résident, quand on avait des grandes études d'intervention, on faisait tout pour exclure les patients avec maladie de rein. C'était dans la case des critères d'exclusion. Et maintenant, on a comme chaviré dans la classe d'inclusion. On veut des patients avec maladie rénale chronique. Et on voit que ça fonctionne. On a ambitionné, puis on voit que ça peut fonctionner avec nos patients avec des DFG très réduits. Mais peut-être qu'on hésite un petit peu, on met des limites. On ne veut pas comme baisser trop bas par peur qu'il y ait des complications. Et on a vu au fil des années, avec les inhibiteurs SGLT2, on a commencé avec des DFG plus élevés. Et là, à chaque étude, on voit que la barre continue de baisser de plus en plus. Mais ça ne répond pas à notre question à nous, comme qu'est-ce qu'on fait en clinique avec ces patients qui ont des DFG limites. Moi, j'ai des patients qui ont des DFG à un mois, il est à 18, un autre mois, il est à 22. Donc, est-ce que je prescris l'impagliflozine quand le DFG est à 22 et non pas quand il est à 18? Donc, à un moment donné, il faut, je pense, utiliser notre jugement clinique et parler à notre patient. Donc, c'est clair que si je prescris un inhibiteur SGLT2 avec un DFG qui est aussi limite que 20 ml/minute, bien, les bénéfices ne vont pas être aussi importants sur le délai de la survenue de dialyse que si j'avais commencé la molécule à 60 ml/minute. Mais vous savez, les patients, puis je pense, Michel, tu vas être d'accord avec moi, ils veulent tout faire pour retarder la survenue de dialyse. Et même si je leur dis, ben peut-être que ça va retarder la survenue de dialyse de quelques mois, un an ou deux, ils vont le prendre. Et donc, j'ai cette discussion-là avec les patients, même s'ils ont un DFG qui est limite. Et il faut se rappeler aussi que quand le DFG est rendu, mettons, à 16 ml/minute, 18 ml/minute, ces patients sont vraiment à risque d'hospitalisation pour défaillance cardiaque. Donc, c'est peut-être plus tellement une question de ralentir la dialyse qui est très près, mais d'éviter des hospitalisations pour défaillance cardiaque chez nos patients. Excellent. Et d'ailleurs, il y a même une étude en dialyse maintenant pour la protection vasculaire, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui sont autour des effets, qui essaient d'expliquer les effets bénéfiques des inhibiteurs SGLT2 et qui, dans ces hypothèses, on a largement plusieurs hypothèses qui excluent la glucosurie, donc des hypothèses extra-rénales. Donc, peut-être que quelqu'un qui n'a même pas de rein pourrait en bénéficier. On le verra en tout cas dans ces études. Mais ouais, c'est ça. Donc, quand le DFG est bas, moi, je n'hésite pas à le prescrire, puis je le continue jusqu'à temps que la dialyse commence comme dans les études, comme c'est écrit dans la monographie. Oui. Et donc, il y a beaucoup de questions. Là, malheureusement, je dois déjà vous avertir qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais on va essayer d'en faire encore un peu. Si Normand, tu acceptes, là, on va dépasser un peu notre temps, mais je pense que ça suscite tellement d'intérêt, ça vaut la peine de continuer. Mais j'aime beaucoup cette question ici parce que ça réfère directement à une de tes diapos. Donc, une personne demande, ai-je bien compris que les IPP peuvent être néfastes pour les reins, comme dans la phrase, les INS et les IPP sont des médicaments qui sont plus néfastes que les reins là, par rapport aux, c'est la diapo, les ISA et les ARA étaient moins prescrits que les IPP et les INS. Oui, c'est assez curieux cette étude, ça m'avait beaucoup surpris. Oui. Donc, peut-être deux approches avec les IPP. On sait que de façon plus aiguë, ces agents peuvent causer des néphrites interstitielles. Et peut-être 4-5 fois par année, là, on a des patients qui arrivent avec une insuffisance rénale aiguë très sévère, due à une néphrite interstitielle qu'on voit dans la liste des médicaments qui prennent un ANS. Mais d'une autre façon, on a d'autres études plus longitudinales qui démontrent une association entre la perte de fonction rénale et la prise des ANS, bien sûr, mais aussi des IPP. Et donc, pour les ANS et les IPP qui peuvent causer des néphrites interstitielles, oui, on a de l'évidence avec les IPP et les ANS qu'à long terme, là, ça peut entraîner une perte de fonction rénale. Donc, quand c'est possible, on devrait, je pense, essayer de réduire le plus possible là, la dose des IPP quand c'est permis chez les patients. Et puis, une question ici, est-ce que rapidement, toi, Normand, tu as tendance, quand tu inities un inhibiteur GLT2 et ta cible de glycémie n'est pas atteinte, d'aller vite vers un agoniste GLP1? Oui, donc, je pense vraiment à la Cadillac de traitement là, en 2022, c'est la combinaison metformine, inhibiteur SGLT2 et un GLP1.
Et on sait que l'effet sur la réduction de l'hémoglobine A1C, elle est additive quand on combine un GLP-1 et un inhibiteur du SGLT2, tout comme la perte de poids, elle devient additive. Donc oui, j'hésite pas là, à ajouter un GLP-1 un inhibiteur SGLT2 dans un tel scénario. Oui, et qu'est-ce que tu réponds à ça, Normand? Donc, quelqu'un a remarqué que les ISA et les ARA sont souvent arrêtés pour cause de DFG qui diminue. Qu'est-ce que tu penses de cette conduite? Donc, il y a des néphrologues qui vont le faire parce que, comme vous savez, les ISA, les ARA peuvent causer une baisse de DFG qui est réversible. Donc, en suspendant le ISA, les ARA avec des DFG limites, disons à 15 millilitres-minute, on peut comme le faire augmenter à 18-20 millilitres-minute et potentiellement retarder un peu plus la survenue de dialyse greffe de rein. Il ne faut pas oublier qu'en arrêtant les ISA, les ARA, on enlève une protection cardiaque chez nos patients. Il y a une étude en cours, Stop ACE Inhibitor, qui a listé des patients avec des DFG très limites, donc en bas de 30 millilitres-minute, qui prennent tous des ISA-ARA à la base et on les a randomisés. On arrête les ISA-ARA ou on les continue. Puis on sont supposés là, d'évaluer au niveau des aboutissements cardiovasculaires, qu'est-ce qui se passe dans les deux groupes et aussi au niveau rénal, qu'est-ce qui se passe dans les deux groupes. Mais je n'ai pas vu la publication de cette étude. Je pense qu'elle est encore en cours et elle devrait amener plus de lumière à cette question. Ben oui, à l'instant, normalement, ça vient juste d'être publié, puis il n'y avait pas de différence de DFG entre les deux groupes. Okay. C'était une étude de 400 patients, là, et donc, ça ne faisait rien pour le DFG. Donc, ceux qui pensent que c'est mieux de les arrêter pour essayer de gagner un peu de DFG, bien, ça ne fonctionne pas. Et il y a pas beaucoup de patients, fait que c'est pas statistiquement significatif, mais il y a tendance à avoir un DFG meilleur quand tu le gardes. Ce qui fait du sens, là, parce que c'est des agents néphroprotecteurs, comme tu l'as dit. Puis dans les paramètres secondaires, là, qui étaient tout à fait non significatifs parce qu'il n'y avait pas la puissance pour ça, là, mais on retrouvait un 20% de protection cardiovasculaire qui n'était pas statistiquement significatif, mais qui, curieusement, est le même 20% que dans l'étude HOPE, là, avec le ramipril. Donc, on semble retrouver la protection vasculaire. Puis les paramètres, quand on regardait pas juste le DFG, mais les paramètres rénaux, c'était réduit de 28%. Donc, ça ressemble pas mal à l'effet attendu là, d'une protection avec un ISA. On arrête. Donc, c'est avec cette étude-là, puis aussi ce qu'on savait déjà là, de l'effet néphroprotecteur, même en insuffisance rénale avancée, c'est pas bon d'arrêter les ISA et les ARA. Même quand le DFG est bas, il faut les continuer. Évidemment, il y a des enjeux d'hypercalémie, mais ça, on peut traiter l'hypercalémie sans arrêter les ISA et les ARA. Il faut utiliser les autres techniques et arrêter les ISA et les ARA en dernier recours. Mais je dis donc que ça se précise avec cette étude-là. Maintenant, peut-être une avant-dernière question. Là, quelle est ton approche lorsqu'on initie un inhibiteur GLT2 chez un patient sous diurétique? Oui. Donc, David Cherney, c'est un néphrologue de Toronto qui a quand même publié un outil très utile par rapport à la prescription d'un inhibiteur SGLT2 chez un patient qui prend un diurétique. Je vais essayer de résumer là, en 1 ou 2 minutes l'approche. Donc, si le patient est soit hypotendu ou le patient est hypovolémique, je ne vais pas prescrire un inhibiteur SGLT2 dans un tel contexte, surtout s'il prend un diurétique à bord. À l'autre extrême, si le patient est hypervolémique, hypertendu, comme c'est souvent le cas dans nos cliniques, c'est OK de prescrire un inhibiteur SGLT2 pour les patients hypervolémiques, hypertendus, même s'ils prennent un diurétique. Mais je vais toujours dire aux patients, mesurez votre poids chaque jour, mesurez votre tension artérielle et de nous appeler si jamais il commence à être étourdi, entre autres. Pour la colonne du milieu, donc, mettons qu'on a un patient qui est normotendu, euvolémique, il prend un diurétique. On veut introduire un inhibiteur SGLT2. Si le patient prend un diurétique de Lance comme le Lasix, on va couper la dose de moitié, de 50%. Pour les diurétiques type thiazidique ou thiazidique, comme hydrochlorothalidone et dapamide, là, c'est un peu plus controversé. Certains cliniciens vont maintenir la même dose, d'autres vont couper la dose du diurétique avant d'introduire l'inhibiteur SGLT2. Toujours là, si on est dans la colonne euvolémie normotension.
Excellent, Normand, très clair, merci. Donc, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions parce que ça suscite beaucoup de questions. Je pense qu'on a posé les principales. Maintenant, disons que j'aime bien cette question-là comme dernière question. Là. Admettons qu'on se projette dans un an tu vas comprendre tout de suite pourquoi dans un an, là, c'est par rapport au remboursement public. Est-ce que tu penses que dans un an, on sera dans une ère en néphrologie où la protection rénale, particulièrement en néphropathie diabétique, ça va être un peu comme en cardiologie pour l'insuffisance cardiaque, vraiment une trithérapie avec ISCARA et un inhibiteur GLT2 et un ARM. Ce sera vraiment donc la trithérapie de la protection rénale. Oui. C'est ce que je souhaite, Michel, et je suis certain que toi aussi, tu le souhaites. Parce que malheureusement, là, pour beaucoup de ces patients chez qui on veut prescrire les inhibiteurs SGLT2 au Québec, ça nous prend encore des codes. Et on n'a pas de code spécifique pour la protection rénale chez nos patients avec les inhibiteurs SGLT2. Donc, on est malheureusement limité. Est-ce que c'est le reflet du fait qu'on n'en sait pas assez sur la maladie de rein, contrairement à nos chers collègues cardiologues? J'espère qu'au fil des années, on va sensibiliser davantage les instances du gouvernement pour qu'ils apprécient l'importance de protéger les reins de nos patients et que d'ici 1 ou 2 années, on va avoir un accès beaucoup plus libéral de ces molécules. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail au niveau de la sensibilisation de la RAMQ, entre autres, même l'INES aussi, par rapport à l'importance de la maladie des reins. Oui, parce qu'avec cette fameuse trithérapie, on se rapproche là, du 1 ou 2 cc par minute de baisse de clairance de créatine chez les gens normaux, là, ce qui est tout à fait extraordinaire. Là. Alors, en tout cas, je pense comme toi, on devrait, j'imagine, se rendre là. Peut-être pas l'année prochaine, mais l'autre d'après.